Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière session Astronomer at Home, dernière session de la semaine puisque vendredi ce sera le 1er mai, donc il n'y aura pas de session. Et puis la semaine prochaine non plus, il n'y aura pas de session, donc on se retrouvera après, mais ça je vous en parlerai à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui donc nous recevons Roland Bacon. Bonjour Roland. Bonjour. Et puis nous avons aussi bien sûr Camille qui est là avec nous et qui va nous redonner les petites instructions du départ. Bonjour Camille. Bonjour tout le monde. Alors, on va faire une séance, cette fois-ci sur de l'instrumentation. On va revenir sur le sujet. Voilà, l'instrumentation en astronomie, c'est-à-dire les différentes machines que les astronomes utilisent pour observer. Et une en particulier dont vous nous parlez, Roland. J'ai un petit chat qui est en train de marcher sur mon pied. C'est le problème d'avoir des chats, voilà. Et vous ne le verrez pas, mais c'est comme ça. Ça ferait plus de vues normalement, hein, je pense, un petit chat sur une vidéo de planétarium. Donc nous allons faire l'instrumentation avec Voilà. Roland. Et donc, il vous parlera de tout ça. Vous pourrez poser vos questions sur l'instrumentation, également sur les objectifs de cet instrument en termes d'astronomie. Vous verrez que Roland nous parlera un petit peu aussi de ce que les astronomes font, en particulier avec cet instrument. Mettez votre prénom, mettez votre âge entre parenthèses, afin que Roland puisse vous répondre avec le niveau qui vous correspond. Et puis, comme d'habitude, on évite les questions sur les trous noirs, on évite les questions sur l'extérieur de l'univers, on évite les questions sur avant le Big Bang, puisque ce sont des questions qui ont déjà trouvé réponse dans les lives précédents. Et nous vous invitons à regarder les vidéos de la chaîne Twitch pour en savoir plus. Alors, du coup, effectivement, donc Roland, on se retrouve avec toi, on va rester 1 heure ensemble. Peut-être pour laisser le temps aux personnes qui se connectent actuellement de commencer à poser des questions que Camille va nous remonter. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ton métier, de ce que tu fais, du sujet sur lequel dont tu vas nous parler? Et puis tout d'abord, ce confinement, est-ce que ça se passe bien pour toi? Oui, ça se passe bien en fait. Pour moi, en fait, au niveau de mon travail, ça a changé effectivement un certain nombre de choses, mais pas tant, parce que je travaille beaucoup à l'international, donc avec plein de pays. À cause des décalages horaires, on est très souvent en vidéo, en visio. Donc voilà, alors ça a clairement élagué mon agenda, beaucoup de voyages. Donc, du coup, j'ai pu en profiter pour faire des choses de fond que j'ai jamais eu le temps de faire. Mais je continue à travailler avec mes collègues et tout ça, donc ça se passe bien. Bon, évidemment, je serais content de les retrouver en vrai. D'accord. Alors aujourd'hui, donc, on va parler effectivement instrumentation. C'est pas tout d'avoir un télescope, même un gros. Il manque encore des choses pour continuer à faire de la science. Et justement, si je ne m'abuse, tu as travaillé ces dernières années sur une très grosse instrumentation, sur un très gros projet. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, nous donner les grandes lignes de ce sur quoi tu travailles? Voilà, alors juste pour replacer, finalement, si on imagine que un télescope, c'est l'œil, l'instrument, ça va être le cerveau, ça va être ce qui va analyser l'information. Hein. Donc, un instrument fait partie de la chaîne, il est nécessaire, et tous les télescopes s'équipent d'instruments et les renouvellent régulièrement. Donc, moi, j'ai travaillé depuis très longtemps, depuis ma thèse en fait, depuis la fin de ma thèse, sur le développement de ce qu'on appelle la spectrographie 3D ou intégrale de champ, qui en fait permet d'analyser dans le détail la lumière des astres Ok. et développer un certain nombre d'instruments, dont le dernier pour le Very Large Telescope à l'ESO. Donc un instrument qui a été installé au Very Large Telescope. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce télescope? C'est l'un des plus grands du monde, si je ne m'abuse. Et Oui, j'en profite aussi pour te poser une autre question, comme ça tu pourras répondre aux deux. Oublie pas de préciser du coup ce qu'est un spectro-imageur, puisque tu en as parlé. voilà.
je vais y On aller. va y venir juste après. Déjà, Voilà. on va Ouais. parler du gros télescope Donc, d'abord. le large télescope, c'est 4 télescopes de 8,20 m de diamètre, plus un certain nombre de petits télescopes auxiliaires installés par l'organisme européen d'astronomie que l'on appelle l'ESO, dans les déserts d'Atacama, au nord du Chili. C'est vraiment l'espèce de vaisseau amiral de l'astronomie européenne. C'est un des plus grands télescopes du monde. Et en cours de construction aujourd'hui, un télescope encore plus grand pour revenir sur la fin. Voilà. Mhm. Donc ça, ce sont les instruments, les télescopes. Et là-dessus, sur le télescope, j'ai développé une nouvelle technologie dans le cadre après ma thèse, qui est de la spectro-imagerie, où il s'agit en fait d'obtenir des informations spectrales, c'est-à-dire genre couleur, flux, quel type d'éléments chimiques, en chaque point d'un objet qu'on peut observer, ou alors sur tout un champ. Voilà. Donc on va appeler ça spectrographie 3D ou intégrale de champ, parce qu'en fait on a en grosso modo 3 dimensions, 2 dimensions d'espace, comme une image, et puis une dimension spectrale, sur laquelle on va avoir des informations sur la répartition de lumière. Alors, si tu me permets de reformuler, parce qu'on a déjà parlé un petit peu de spectro sur les épisodes précédents, donc il s'agit en même temps, simultanément, de faire l'image d'une portion d'univers et en plus, en parallèle et simultanément, de prendre le spectre de tous les objets qui sont sur cette image et tout ça en même temps, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est en même temps non seulement tous les objets, mais tous les points du champ, qu'il y ait un objet ou pas. Alors, est-ce Donc, que c'est tous les pixels? oui, ce sont tous les pixels. Tous les Voilà. pixels vont donner un spectre. Et donc, on a vraiment. C'est comme un super appareil photo couleur. Donc, appareil photo couleur, on fait des photos dans plusieurs bandes qu'on combine pour faire une image couleur. Sauf que là, les instruments font, le dernier en l'occurrence, fait 4000 couleurs différentes en même temps. Voilà, parce qu'il existe des instruments pour lesquels on a une fibre optique qui va être calée sur toutes les étoiles du champ et du coup on peut obtenir aussi un spectre pour chaque étoile. Mais là, c'est vraiment tous les pixels de l'image. Si vous prenez n'importe quelle image de votre ordinateur, vous décomposez ça en petits pixels, tous les pixels, il y a un arc-en-ciel dessus, quoi. Voilà. Comme si Voilà. on avait plein de filtres d'appareils photo, effectivement, comme dit Roland. Voilà, exactement. Alors, quel est l'intérêt de ça? Parce que c'est en fait ça la différence fondamentale. C'est que on va pouvoir faire des spectres d'endroits où, a priori, on ne voit rien sur une image. Donc, les objets, par exemple, dont la signature spectrale font qu'ils émettent de l'énergie juste dans une raie, par exemple, on va pouvoir les détecter, alors que si on faisait une imagerie à large bande, comme on fait d'habitude, on ne les verrait pas. D'accord. C'est-à-dire qu'on C'est-à-dire que si on moyenne la lumière, tout le spectre comme on fait d'habitude, la bande on la verrait pas du coup, parce que c'est trop faible, Ouais. c'est ça. C'est trop faible, c'est localisé en quelques. Juste par exemple la raie d'hydrogène, hein, pour prendre un exemple. Voilà. Donc on a ainsi un nouveau moyen d'investir l'univers en quelque sorte, dont l'avantage essentiel c'est qu'en fait on n'est pas dans la séquence traditionnelle qui a prévalu jusqu'à présent, dans lequel on fait des images du ciel, on repère les objets qui a priori sont intéressants, on va les observer avec des spectrographes pour obtenir l'information spectrale, c'est-à-dire donc la répartition d'énergie et tout ça, et à partir de ça, on pourra étudier ces objets. Mais en faisant ce processus, on va présélectionner les objets qu'on voit dans une image, alors que là, on va tout observer en même temps. D'accord. Du coup, déjà en termes de quantité de données, on avait déjà un petit peu parlé avant, mais ça doit être quelque chose d'absolument colossal, le stockage de toutes ces données, parce que dans une image, il y a non seulement les informations de l'image, mais tous les spectres de tous les points de l'image, ça doit être absolument monstrueux, non? Oui, c'est assez gros en fait. Pour donner un exemple, donc, le dernier instrument, le plus novateur, qui s'appelle MUSE, qu'on a installé au VLT, il est constitué de 24 détecteurs de 4000 par 4000 pixels chacun, tout ça pour faire un cube de données qui est effectivement très grand. Et donc, en une nuit, on peut obtenir comme ça des quantités de données colossales.
D'accord. Alors on parle justement de cet instrument Muse dont tu vas certainement plus nous parler. Juste pour rappeler, donc toi tu es basé sur Lyon, à Oui, l'Observatoire de Lyon, donc au CRAL, au Centre de recherche en astrophysique de Lyon. Et donc c'est ici à Lyon, avant qu'il soit emmené au Chili sur le VLT, c'est ici que ce gigantesque instrument a été monté, testé, et donc tu travaillais déjà dessus. oui, bien sûr, bien sûr. En fait, donc j'ai proposé ce projet à l'ESO, à l'organisme européen, en 2001. Je leur avais proposé ce projet qui résultait un petit peu des expériences précédentes qui avaient bien fonctionné, qui avaient donné beaucoup de résultats scientifiques. Et j'ai proposé de passer d'une nouvelle génération, quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et pour ça, j'ai réuni un consortium de laboratoires européens. Donc même si ça a été fait en partie à Lyon, ça a été fait en fait par une association de laboratoires en Europe sur lequel on a mis toutes nos forces ensemble pendant une dizaine d'années pour construire cet instrument. Donc, effectivement, la construction s'est passée en Europe. L'assemblage final s'est fait à Lyon, dans un hall d'intégration qui avait été construit spécialement pour ça à l'Observatoire. Ensuite, l'instrument a été démonté et envoyé à Paranal, au Chili, D'accord. pour être remonté. Je viens de mettre donc à côté de ton image, Roland, Muse dans le hall d'intégration à Lyon. On a plus l'impression d'être dans un film d'Alien euh, que, que dans un hall d'instrumentation d'un observatoire. C'est vrai qu'une chose qu'on n'a pas encore dit, dont on n'a pas encore parlé, c'est la taille absolument monumentale de cet imageur. On a deux scientifiques là en blanc qui sont juste à côté. Euh, ah, Alors, il y a attention. du son. Il y a- C'est chez moi, désolé. Pas de souci, c'est les aléas du direct. Donc effectivement, cet instrument, ce spectro-imageur dont tu nous parles, on est d'accord qu'il est absolument monstrueux, il est gigantesque. Monstrueux, je ne sais pas, mais il est grand, certain. Il est grand parce que, comme j'ai dit, pour faire un cube de données important, on n'était pas capable de faire un instrument qui aurait été très très grand, très compliqué et très coûteux. Donc, on a choisi l'option de construire 24 modules identiques, chacun regardant un petit bout de la portion d'univers qui vous intéresse, mais de façon jointive, si tu veux. Et donc, on a 24 instruments qui font ça. Donc, finalement, c'est gros, ça pèse 8 tonnes, ça fait quelques mètres cubes. Et c'est probablement c'est l'instrument le plus gros qu'on ait pu mettre sur la plateforme NASMIS du Very Large Telescope. D'accord. Donc on a un instrument qui est très gros, qui fait 8 tonnes, et ça c'est juste l'imageur, parce Oui, qu'ensuite, du coup, une fois qu'il a été construit, testé et validé à Lyon, à l'Observatoire de Lyon, ensuite il a fallu donc le démonter pièce par pièce, ensuite le transporter au Chili et le remonter sur l'un de ces grands télescopes du VLT. Ça aussi, ça doit être toute une aventure, ça ne s'organise pas en 2 semaines. non, ben non, ça nous a pris. L'ensemble de l'opération nous a pris 10 ans, hein, donc voire plus. Depuis l'appel à idées, c'était 2001, dans lequel on a proposé le projet, et jusqu'à ce qu'on appelle la première lumière, donc la première fois que ça a fonctionné sur le ciel, il s'est écoulé 13 ans. Donc, D'accord. c'est un projet très long, parce que ce sont vraiment des projets compliqués, dont la technologie au début n'est pas toute connue, donc il y a des développements à faire, de recherche et développement. Et puis voilà, on ne peut pas envoyer quelque chose comme ça au bout du monde, au milieu du désert, sans s'assurer qu'il est parfaitement opérationnel. Donc D'accord. il y a de tests à faire et tout ça. Donc oui, oui, ça a été une très grosse opération, la plus grosse que j'ai jamais faite. Ok, effectivement. Sur 13 ans, effectivement, oui, c'est assez énorme. Camille, est-ce qu'on commence à avoir des questions sur le chat? Alors, on en a une. Dis-nous. On en a une. Alors, je crois que les viewers, je pense qu'ils ont compris que un spectre, ça sert à mesurer la composition de quelque chose.
Est-ce que ça sert à d'autres choses? Et est-ce que la spectro-imagerie sert à quelque chose d'autre, peut-être de plus complexe, que juste regarder, la composition des différentes choses qui font de la lumière dans l'image? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus qu'apporte la spectro-imagerie par rapport à la spectro tout court? Oui, c'est une très bonne question en fait, parce que, alors, bon, la spectro, d'ailleurs, on est astrophysicien parce qu'on fait de la physique, et la physique, essentiellement des astres lointains, autres les planètes qu'on peut visiter, on l'obtient juste par la lumière. Donc on analyse la lumière. Et le meilleur moyen d'analyser la lumière, c'est quand même la spectrographie pour mesurer différents composants de la lumière, pas juste l'image. L'image, on n'a que le flux, parce que là, la répartition du flux en coulomb. Donc on a la composition chimique, on a les vitesses, on a énormément d'informations qu'on n'a pas accès avec l'image. Mais, pour répondre plus précisément à la question, en spectroimagerie, du fait qu'on va être capable d'isoler une raie particulière, on va pouvoir détecter des objets que nous ne pouvons pas voir en faisant juste une image, une photo. Et une des grandes puissances de l'instrument qu'on a mis en place, ça a été par exemple que nous avons découvert en pointant cet objet sur le champ profond de Hubble, qui est un champ qui a été fait par Hubble pendant des mois d'observation. Je suis en train de le montrer en parallèle, je t'en prie. Voilà, qui est l'image la plus profonde de l'univers qui n'ait jamais été faite. Donc, vraiment une référence qui a été faite dans les années 2000 et on n'a pas fait mieux depuis. Et ben, dans ce champ-là, on a pu détecter des galaxies qui n'ont pas été vues par Hubble parce que c'est des galaxies jeunes au début de l'univers qui forment beaucoup d'étoiles, mais ces étoiles qui brillent essentiellement dans la raie de l'hydrogène et très peu par ailleurs. Et donc on arrive à les détecter parce qu'on arrive à isoler cette raie de l'hydrogène grâce à la spectrographie. Et comme c'est la spectro 3D, ben, on la détecte où elle est. Alors que si on avait pointé sur les objets de Hubble, eh ben, on aurait raté cette nouvelle classe de galaxies. Donc c'est un exemple. On peut peut-être pour les gens préciser que quand vous regardez le soleil, alors ne faites surtout pas ça, hein, mais quand vous voyez la lumière du soleil, vous avez la lumière blanche et dedans il y a plein de couleurs et en fait votre œil il mélange toutes les couleurs, enfin votre cerveau mélange toutes ces couleurs pour voir du blanc. Mais si vous avez un objet qui n'émet qu'une toute petite partie d'une toute petite couleur et le reste tout noir, eh ben votre œil verrait du noir. Voilà. Et donc le spectro-imageur permet, comme dit Roland, d'aller chercher des objets qui sont dans ce cas-là et pour lesquels on voit qu'une raie, et là à ce moment-là effectivement faire tout un spectre, ça marche mieux. C'était une question de Émile Legault, donc Émile, 13 ans, et Pénélope Six. Et j'en ai une autre à te poser, même plusieurs. Une question un peu plus d'actualité sociéto-scientifique à propos des satellites Starlink. Tu en as entendu parler, j'imagine? Bien sûr. Alors, est-ce que justement dans des observations comme ça, est-ce que c'est le type d'observation pour lequel c'est dérangeant? Alors, oui, c'est dérangeant parce que nous, on observe dans le domaine d'onde des longueurs d'onde visibles et ces satellites réfléchissent la lumière du Soleil, qui est dans le même maximum dans ces longueurs d'onde-là, et ils sont relativement brillants. Alors, une étude détaillée qui a été faite par l'ESO pour voir vraiment l'impact montre que en fait, donc ça va nous gêner surtout au moment du coucher ou du lever, parce que c'est là, à ce moment-là, qu'ils brillent le plus, ils sont éclairés par le soleil. En pleine nuit, effectivement, ils ne réfléchissent pas, on les voit pas. Donc l'impact, c'est quand même modéré, c'est pas aussi catastrophique qu'on l'avait dit. Mais cela étant, ils sont quand même particulièrement brillants. Donc, nous, ça nous arrive qu'on a des satellites de temps en temps qui passent dans le champ pendant une pause. Et on fait des pauses en général de 30 minutes et qu'on répète. La pause de 30 minutes est à jeter parce que c'est effectivement très brillant. Donc, la probabilité qu'on ait des pauses perdues va augmenter. Oui, j'imagine que quand on fait une longue pause, c'est plus embêtant que quand on fait, par exemple, de la photométrie très rapide où on peut jeter quelques images de temps en temps.
Oui, oui, bah oui, là on perd 30 minutes de temps de télescope. Et il n'existe pas de moyen, par exemple, de modéliser les satellites pour les supprimer aux images, ce genre de choses? Bah, vous pouvez supprimer, mais ce que vous ne supprimez pas, c'est le bruit associé. Donc ça, de toute façon, votre image sera extrêmement abîmée par ça. C'est-à-dire que la lumière est un phénomène ondulatoire, et donc quand elle arrive, il y a une valeur moyenne, mais elle oscille autour de cette valeur moyenne. Et ça, vous ne pouvez jamais le supprimer puisque ça fait un aléatoire. Donc il n'est pas modélisable. Donc même si vous enlevez le fond, il va rester beaucoup de bruit lié à cette lumière brillante qui a frappé votre détecteur. Eh ben écoute, je pense que c'est la réponse la plus complète qu'on ait eue sur les Starlink, donc j'espère que Kipowo est satisfait ou satisfaite de la réponse. Merci beaucoup. Et du coup, je continue avec une question plus par rapport à Muse lui-même. C'est Cela coule douce qui te demande 10 ans de projet, comment est-ce que vous avez géré l'avancée de la technologie par rapport au début du projet? Je précise, hein, quand on a envoyé Voyager, entre le moment où il est parti et le moment où il est arrivé là-bas, près de Jupiter, des grosses planètes, il y a eu des meilleures choses qui ont été inventées depuis. Est-ce que, une fois que Muse est sorti, on s'est dit, ah bah mince, on aurait pu faire mieux avec le matériel d'aujourd'hui? Alors, oui et non. Alors, l'avantage quand on développe quand on développe pour un satellite, pour le spatial, c'est assez compliqué parce qu'il faut que tout ce qui est construit soit qualifié pour le spatial. Parce que dans l'espace, par définition, on ne peut pas réparer. Donc, le processus de qualification est long. C'est pour ça que, par exemple, les ordinateurs qu'on envoie aujourd'hui dans les satellites, ce n'est pas du tout la dernière génération parce qu'ils doivent être conformes, résister au rayonnement énergétique, etc. Au sol, le problème est différent. Et au sol, on peut se permettre de prendre un peu plus de risques. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut aller sur place le réparer. Cela dit, Muse, par sa taille, par son coût, par le développement, quand par exemple on a fabriqué les 24 spectrographes, on a bien imaginé que si on avait fait une erreur de conception ou de réalisation sur les 24, ça allait être catastrophique. Donc on a pris des précautions pour ça. Alors on a eu des surprises, on a pris des risques, on a pris par exemple, on a changé, effectivement il y a une avancée assez importante, ce qu'on appelle le traitement des optiques, le coating, ce que vous avez sur vos appareils photo par exemple, qui permet d'éviter que les lentilles réfléchissent une partie de la lumière. Donc ça vous évite de perdre de la lumière. Donc c'est très important quand on va observer les astres aussi faibles qu'on veut le faire avec Muse. Donc et comme il y a beaucoup d'optiques, c'est multiplicatif. Donc si on perd quelques pourcents, à la fin on peut perdre 20% de la lumière. Donc il y a eu une nouvelle avancée qui s'était faite et sur laquelle on s'est dit, on a jugé que c'était intéressant et on l'a appliqué. Ça nous a décalé le projet de 6 mois, mais les 6 mois perdus nous ont permis d'avoir des performances exceptionnelles. Donc il y a toujours une espèce dans un projet comme ça, Une balance. de surveiller ce qui se passe et de vérifier. Mais à un moment donné, il faut converger. Hein, voilà. Très bien. J'ai une question sur... Alors, je vais essayer de ne pas la poser à propos des trous noirs, puisqu'on a dit qu'on n'en parlait pas. Par contre, les trous noirs sont des objets en rotation avec un disque autour. J'imagine que les spectroimageurs permettent d'en savoir plus sur la rotation d'objets lumineux. Absolument. Donc, sur la rotation des objets lumineux, les galaxies, par exemple, qui permettent, si on la regarde dans le centre, permettent d'estimer la masse du trou noir, pour ne pas les citer. Bon, là, tu as le droit. Donc, on peut observer par ce qu'on appelle l'effet Doppler. Hein. Donc, on observe le mouvement des objets qui émettent la lumière, qui sont décalés vers le rouge ou vers le bleu, suivant si l'objet vient vers vous ou s'éloigne de vous. Donc là, un spectrographe, par définition, donne cette information, et c'est dans quelque chose dans lequel Muse est beaucoup utilisé pour déterminer comment les galaxies tournent, comment le gaz
et tombe sur les galaxies ou comment il est expulsé des galaxies. C'est une grande question sur l'évolution des galaxies, savoir comment les galaxies se remplissent de gaz, forment des étoiles, et ensuite ce gaz est dispersé lorsqu'il y a des explosions de supernova. Donc cette espèce de couplage des galaxies et de leur environnement est une grande question d'astrophysique moderne pour lequel le MUSE a apporté énormément de nouveaux résultats. Donc en fait, si je résume, la spectroscopie, donc ça nous permet d'apporter des informations sur la composition des objets, sur la dynamique de ces objets, est-ce qu'ils s'éloignent, est-ce qu'ils s'approchent, est-ce qu'ils tournent sur eux-mêmes, est-ce qu'ils ne tournent pas sur eux-mêmes. Ça permet d'avoir des informations sur les processus qui se passent à l'intérieur, sur leurs Ah, propriétés physiques, sur le champ ouais. magnétique, etc. Donc finalement, il y a presque pas une propriété physique qui ne puisse être étudiée par la spectro, et a fortiori avec les nouveaux instruments qu'on a maintenant. Alors, je ne dirais pas ça complètement, mais c'est vrai que ça apporte quantité d'informations qui sont Ouais. absolument essentielles. Donc, c'est vrai que c'est un peu moins parlant quand on voit des spectres au grand public. Et le grand public, on montre des images, parce que c'est beau les images, mais en fait, pour nous, on est beaucoup plus intéressé par l'information de la physique, de comprendre les processus. Et pour comprendre le processus, il faut avoir toutes ces informations-là. Donc, on peut par exemple voir si dans une galaxie, de quoi elle est faite, de quel type d'étoile, mais aussi est-ce qu'il y a du gaz, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il y a des chocs dedans, est-ce que à quelle vitesse il s'éloigne ou il tombe sur la galaxie. Donc, toutes ces choses-là sont évidemment des éléments très précieux pour lesquels on utilise ce genre d'instrument. D'accord. Et j'imagine que comme c'est un spectro-imageur, en plus de savoir que la galaxie tourne, on peut savoir aussi quelle partie tourne plus ou moins vite. Absolument. Parce qu'on a l'information. En fait, ce qu'on appelle, on n'a pas des images, on a des cubes de données. Hein. Voilà, on a des cubes, des tas d'images, etc. Et quand vous regardez un cube de données, vous pouvez presque, si par exemple vous avancez en longueur d'onde, c'est très intéressant. Tout d'un coup, vous allez croiser du gaz chaud, donc du gaz qui émet, hein, par exemple l'hydrogène. Si la galaxie tourne, comme cette raie elle est décalée, vous allez la voir un peu avant, donc sur le côté de la galaxie. Et au fur et à mesure que vous avancez dans le cube, vous voyez que l'image se déplace et elle tourne de l'autre côté. Donc vous voyez presque en temps réel tourner la galaxie. Donc ça, c'est assez fascinant de pouvoir observer à partir du cube directement ces phénomènes. D'accord. Camille, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? J'en ai vu plusieurs qui étaient Euh, super intéressantes. oui, j'en profite parce que écrire c'est compliqué là, je peux pas tout faire à la fois. Pénélope Six et Émile, un isotope, c'est un atome donc qui a un certain nombre de protons auquel on a ajouté ou il s'est ajouté des neutrons en plus. Donc un isotope est un isotope est un atome, mais un atome n'est pas forcément un isotope. Parenthèse fermée. On a du coup Adrien, 17 ans, qui te demande, comme on a entendu parler beaucoup d'Euclide récemment à propos des galaxies, est-ce que le projet MUSE apporte aux chercheurs qui travaillent sur la physique des galaxies des choses complémentaires à Euclide? Oui, en fait, Euclide va être un télescope qui va faire une espèce de ce qu'on appelle la survey en anglais, je ne trouve pas le mot français, euh, va observer Une observation. Ouais. ouais, va observer une quantité énorme de galaxies de façon à pouvoir retracer, par exemple, l'évolution de l'univers, ces choses-là. Mais c'est un petit télescope, relativement toujours, et il va donc observer essentiellement des galaxies jusqu'à un décalage vers le rouge de 2, 3, à peu près. Et pas avec forcément énormément de détails, notamment en spectroscopie. Ces informations spectroscopiques sont plutôt limitées. Donc, MUSE va permettre d'aller à des redshifts beaucoup plus grands, pratiquement jusqu'au redshift 7. Et donc, on peut tracer l'univers beaucoup plus jeune. D'autre part, c'est à 8 mètres, donc on va beaucoup plus profond. Donc, la plupart des objets très lointains dont j'ai parlé, etc., ne seront pas observables par Euclide.
Roland, si tu me permets juste de reformuler, donc tu parlais de redshift, ça veut dire que on regarde donc le décalage vers le rouge de ces raies spectrales, ça on en avait déjà parlé, et du coup, effectivement, en astronomie, on ne raisonne pas en distance, mais en redshift, ce qui revient au même, c'est-à-dire qu'une galaxie qui a un décalage vers le rouge important signifie qu'elle s'éloigne vite de nous, ce qui signifie qu'elle est loin de nous. Donc en fait, Oui, le redshift, on est d'accord que c'est finalement une mesure de la distance. Plus le redshift est ouais, ouais, important, plus la distance est importante. ouais, je m'excuse pour le Pas, verbiage. pas de souci, Donc, je précise, je grosso, reprécise. grosso modo, avec Muse, on va pouvoir détecter et observer des galaxies qui sont moins d'un milliard d'années après le Big Bang, hein, quelques centaines de millions d'années. Vu la distance, donc elles sont à 12 milliards Lumière. d'années-lumière de nous. Vu la distance, elles sont effectivement très faibles. Bien sûr. Et donc, il faut des moyens très spécifiques pour faire ça, à la fois des très grands télescopes et des moyens comme Muse. Donc, Euclide fera quelque chose de différent. Mais donc, d'une certaine façon, c'est tout à fait complémentaire. Camille? Oui, du coup, on a aussi Thibaut qui te demande si la spectroscopie de Muse se limite au domaine visible ou est-ce que ça déborde dans l'infrarouge, l'ultraviolet. Est-ce qu'il y a des raies qui sont intéressantes et qui sont observables par Muse dans d'autres domaines? Alors, la réponse est oui. En astronomie, on essaie d'utiliser tout le spectre électromagnétique parce que, en fait, ça ne trace pas les mêmes phénomènes. Quand on va observer dans l'infrarouge, voire dans les domaines des radios millimétriques, on observe l'univers, ce qu'on appelle plutôt froid. Hein, donc, l'information, par exemple, ou les spectres des molécules, des choses comme ça. Donc, on apprend de ça. Quand on va observer dans l'autre domaine du spectre, beaucoup plus énergétique, dans le domaine ultraviolet, voire le domaine X, les rayons X, on observe les phénomènes extrêmement énergétiques violents. Donc, on a besoin de savoir tout ça, c'est complémentaire. Chaque domaine de longueur d'onde, même si ça s'appelle la même chose, c'est la lumière, les moyens pour détecter la lumière sont différents. On ne peut pas détecter les ondes de la lumière infrarouge lointaine dans le domaine radio de la même façon qu'on le fait dans le domaine visible. Donc, dans le radio, c'est les radiotélescopes. Dans le domaine visible, ce sont les télescopes. Ou dans le domaine des rayons X, où on a des télescopes, mais avec des détecteurs très particuliers. Donc, il y a la technologie effectivement adaptée à l'énergie de la lumière, à sa longueur d'onde. Donc, ça, c'est pour le contexte général. Plus particulièrement, donc, il y aura un intérêt à faire Muse dans d'autres domaines de longueur d'onde. Dans l'infrarouge, oui, mais le problème de l'infrarouge, c'est qu'une grande partie du rayonnement infrarouge est quand même absorbée par l'atmosphère. Donc, ça aurait de sens surtout de le faire dans l'espace. Pour faire un Muse dans l'espace, 8 tonnes, c'est compliqué. Donc, il faut y réfléchir et j'ai commencé à réfléchir un petit peu au développement technologique qui permettrait éventuellement de faire un Muse Ah, ça c'est intéressant. dans l'espace. Il y aurait peut-être quelques pistes, mais on est encore loin pour réduire le poids et le volume. Et puis dans le domaine des longueurs d'onde plus courtes, sans aller jusqu'au rayonnement X, dans le domaine bleu et ultraviolet, effectivement, il y a des choses très intéressantes à faire auxquelles on n'a pas accès avec Muse à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'on a proposé à l'ESO, dans le cadre de son nouveau plan d'instrumentation, toujours pour le Very Large Telescope, télescope du mètre, un nouvel instrument basé sur le concept de Muse, mais optimisé pour ces longueurs d'onde-là, qu'on appelle Blue Muse. Et je peux vous donner un scoop. C'est que après, donc ça fait 3 ans qu'on discute ça, c'est des grosses opérations, ça coûte cher, etc. Le projet vient d'être accepté par l'ESO, je l'ai appris il y a quelques jours, et il va démarrer doucement. On est en ce moment un peu perturbé par les aspects Covid-19, mais donc disons 7 ans, il y aura un autre instrument sur le VLT pour observer à ces longueurs d'onde-là. Super. Et donc Muse, c'est visible, c'est ça? Du coup, c'est que Muse, c'est visible? visible. Alors visible,
visible et proche infrarouge. Hein, on D'accord. s'arrête à 950 nanomètres. Donc, c'est pas littéralement, c'est déjà de l'infrarouge, mais c'est les mêmes technologies ou des détecteurs. C'est ce qu'on appelle les CCD. On déborde que très légèrement sur l'infrarouge, mais globalement, on reste dans le domaine pour l'instant de la lumière visible sur Muse. Voilà. D'accord. C'est lié à la technologie des détecteurs. Sinon, le mettre faire un muse dans l'infrarouge pour l'instrument lui-même, ça ne représente pas de difficulté particulière, si ce n'est qu'il faudra le refroidir. Donc, refroidir 7 tonnes, Ça devient compliqué. c'est plus compliqué, mais ça se fait. Hein, ça se fait. Et il faudrait mettre des détecteurs infrarouges qui sont très coûteux. Et donc, il en faut 24. Bon, c'est une grosse opération. Et pour moi, ça a peut-être plus de sens d'essayer de faire ça à long terme dans l'espace. D'accord. D'ailleurs, vos appareils photo, ils détectent l'infrarouge. Alors, ils sont peut-être pas faits pour ça, mais il y a des personnes, des astronomes amateurs qui s'amusent à enlever des trucs dedans, les défiltrer. Oui, oui. Les appareils Oui. photo arrivent à avoir de l'infrarouge, du coup, ils s'amusent à faire Alors, des photos en oui, infrarouge. parce que ces détecteurs-là sont aussi sensibles dans l'infrarouge, mais ce qu'on Voilà. appelle l'infrarouge proche, hein, c'est-à-dire ça va jusqu'à un micron à peu près. Alors, tout dépend le matériel. Donc, par exemple, les CCD sont à base de silicium. Le silicium, au bout d'un moment, devient transparent à partir de 1 micron. Donc, à partir de longueur d'onde d'1 micron, la lumière passe à travers et elle ne s'arrête pas, donc on ne les voit pas. Alors du coup, on sait très bien que tu parles d'infrarouge parce que Giffereux te demande si ce matériel, donc Muse, pardon, alors, je ne sais pas si on dit Muse ou Muse, ça dépend si on est anglais ou français, j'imagine. Donc ce type de matériel, est-ce qu'il est sensible aux perturbations de l'atmosphère? Est-ce que tu as besoin de faire de l'optique adaptative? Et puis j'imagine du coup l'infrarouge, ça doit poser problème par rapport à ça. Alors, la réponse est oui. Donc, il n'y a pas de raison. Il est derrière un télescope, au sol. Donc, il y a entre l'astre et le télescope l'atmosphère, et l'atmosphère perturbe. Alors, évidemment, le site du Chili à Paranal est un très bon site. Ça fait partie des meilleurs sites avec les volcans hawaïens. Mais néanmoins, ce n'est pas parfait. Donc, en fait, Muse a été couplé à un système d'optique adaptative très ambitieux qui a été développé par l'ESO, qui permet de corriger partiellement des effets de la turbulence. Et aujourd'hui, il est utilisé avec ce mode-là. Ok. D'accord. Donc l'optique adaptative, on rappelle, ça Est-ce sert à déformer le miroir pour mimer l'inverse des déformations de l'atmosphère, à cause de la température et tout ça, qu'on appelle la turbulence, pour corriger les images qui sinon seraient floues et agitées. C'est bien ça? Voilà. Donc je voulais préciser pour les personnes qui nous regardent. Pierre, vas-y, je t'ai coupé, mais vas-y. Non, non, je voulais faire une précision sur l'optique adaptative. Donc, Ah très bien, tu l'as voilà. fait, il n'y a pas de souci. On a Tricy 123 qui te demande des précisions sur Formant et Harmonie, ces deux autres instruments du VLT. J'ai pas entendu la première question. On me parle d'autres instruments qui me semblent être ceux du VLT, Foremost et Harmony. Est-ce que tu peux nous en parler pour faire quoi, une comparaison peut-être? Ce sont deux instruments qui sont construits au CRAL, à l'Observatoire de Lyon. Hein. Ah d'accord. Alors, Harmony, c'est l'instrument c'est aussi un spectro-imageur, un peu comme Muse, qui est destiné à être un des premiers instruments de l'ELT, l'Extreme Large Telescope, le télescope de 39 mètres, qui est en cours de construction par l'ESO sur le site du Paranal au Chili. Donc, alors simplement, c'est pas Muse non plus, parce que comme c'est un télescope très grand, 39 mètres au lieu de 8 mètres, pour faire un grand champ comme peut le faire Muse, ce serait très très compliqué, voire pas faisable, ou très difficilement faisable. Donc c'est un instrument qui a un champ plus petit qui va permettre d'avoir des détails très fins d'objets lointains. Voilà. Mais c'est un instrument donc, sur lequel on travaille. Et Foremost est un spectro-imageur, non pas un spectro-imageur, un spectro-multi-objet. Donc là, c'est le système avec des fibres qui va être montré sur un des télescopes de 4 mètres qui est au Chili, à l'ESO, et qui va permettre de couvrir cette fois-ci une très grande partie du ciel
en observant énormément d'étoiles et de galaxies, en allant pointer des fibres là-dessus. Par contre, comme c'est des télescopes de 4 mètres, on ne fait que des objets relativement brillants. D'accord. On peut pas en fait tout avoir, c'est-à-dire soit on a un champ très large, mais dans ce cas une résolution qui est un peu moins bonne, soit un champ tout petit, une meilleure résolution, avec soit beaucoup, soit peu de lumière. Donc effectivement, j'imagine que tout ça, ça correspond, enfin c'est des calculs que vous faites dès le départ, c'est-à-dire sur quoi, qu'est-ce qu'on va sacrifier pour pouvoir augmenter une autre performance. On peut pas avoir absolument tout en un seul instrument. Non, on ne peut pas tout avoir. Et quand on pense à un instrument, on pense à ce qu'on appelle un cas scientifique. C'est-à-dire que on développe un instrument qui est optimisé pour répondre à un certain nombre de questions. Ce qui est compliqué parce que quand vous faites ça, des opérations qui sont longues, qui prennent 10 ans, vous devez essayer d'imaginer quelles seront les grandes questions scientifiques dans 10 ans. Eh Et oui. ça, on n'est pas très bon pour faire ça. Parce en général, on ne sait qu'extrapoler les questions du jour. Et donc, parfois, il se trouve qu'on développe des instruments et quand ils arrivent, bah, ils ne sont plus vraiment d'actualité parce qu'on a répondu à la question ou le focus a changé. Par exemple, les instruments qui ont été construits à une certaine période avant qu'on ait découvert les premières exoplanètes, ben, ils n'ont pas permis d'avancer là-dessus. Ou le problème de l'énergie noire, etc. Donc, bon. Alors, quand on est instrumentaliste, comme je suis, on essaie de mettre en place un cas scientifique qui est un moteur quand même, on essaie de se projeter, et en même temps, on essaie de faire un instrument dont les performances vont permettre finalement d'observer l'univers d'une autre façon. C'est ce qu'on appelle ouvrir l'espace des paramètres. Par exemple, si on observe, la première fois qu'on a observé dans le domaine, je sais pas, des rayonnements UV, eh ben, on ne savait pas ce qu'on allait voir. Mais on savait que c'est la première fois qu'on observait dans ces rayonnements-là, et on a découvert plein de choses. Donc la puissance de découverte, c'est aussi une façon de pouvoir avoir un instrument qui ouvre de nouvelles façons d'observer l'univers. Et Muse a vraiment été dans ce cas-là. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de découvertes qui ont été produites par Muse. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse. On a une question un peu plus poétique de Penelope Six. Quelle est alors, la distance sous la galaxie? Je ne sais pas ce qu'elle veut dire exactement. Mais... Alors, je te dis la question telle quelle et je vais te dire ce que je pense qu'elle veut dire. La distance la plus jamais éloignée à observer a-t-elle un nom? Alors, est-ce que c'est la galaxie la plus éloignée qu'on a observée qui aurait été baptisée? Je Justement, pense, est-ce que sur le champ de Hubble, on baptise les choses? je pense que la question c'est quel est l'objet le plus lointain qui ait jamais été étudié? Est-ce que ça a un Parce nom? que là, elle Je dit pense que a-t-elle c'est un ça. nom? Donc, Eh ben, oui, mais il y a une réponse très précise à cette question. L'objet le plus lointain qui ait jamais été observé, c'est le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire l'univers lui-même, le reste de l'explosion initiale, qui est observé 400 000 ans après le Big Bang. Et c'est l'objet le plus lointain qui ait jamais été observé, qui a été observé par des satellites, puisque ce rayonnement très énergétique, à cause de la dilution, l'évolution de l'univers, maintenant s'observe dans l'infrarouge lointain. Donc l'émission Planck, qui est la dernière mission européenne, a permis de faire la cartographie de cette première image. Donc c'est l'univers lui-même. Après, sur les galaxies qu'on observe, les plus lointaines, il y a une espèce de concours de pêche que les astronomes aiment bien faire, de savoir quelle est la plus lointaine. Alors c'est un peu dérisoire parce qu'une fois qu'on a la plus lointaine, on a une autre qui est un peu plus lointaine. C'est pas forcément le plus pertinent. Et on leur donne pas de nom parce qu'elles ont des noms de catalogue. Voilà. Et le statut d'être plus lointaine, c'est quelque chose qui ne reste pas. Ce qui Oui. nous intéresse par contre, c'est d'observer plutôt des types de galaxies. Par exemple, jusqu'à présent, on observait des galaxies plutôt massives, très brillantes, parce que c'est les seules qu'on arrive à voir si loin. Et on sait que les galaxies qui ont résulté dans des galaxies normales comme la nôtre
au début de l'univers était très petite. C'est celle-ci qu'on aimerait observer, et c'est celle-ci qu'on essaie d'observer, par exemple, avec Muse, pour essayer de comprendre la genèse des galaxies, et pas seulement des monstrueuses galaxies qu'on peut voir très loin. J'en profite pour dire qu'on a le CNES qui vient d'héberger notre live, donc les gens du CNES sont en train de te regarder, Roland. Ciel. Nous avons aussi Hélène Courtois qui s'est connectée tout à l'heure et qui te passait le bonjour. Oh. Roland. Ouais, salut Hélène. Alors, Roland, j'ai une question pour toi. Il va falloir que tu y répondes comme si tu répondais à ton petit-fils ou à ton fils ou à un petit enfant de ta famille, n'importe lequel, un neveu. C'est un enfant de 10 ans qui te demande pourquoi est-ce qu'on fait des observations depuis le Chili? Ah, eh bien, on observe depuis le Chili parce que on veut observer dans un air extrêmement pur. Je crois qu'on peut comprendre que s'il y a des nuages, on ne peut pas voir à travers. Et même s'il y a des nuages fins, l'air n'est pas suffisamment pur. Donc, on va essayer d'observer depuis un air qui est pur. Deuxième point, c'est que quand on met au point des très grands télescopes, qui sont des machines très sophistiquées, très coûteuses à construire, à faire tourner, parce qu'il faut beaucoup d'ingénieurs, eh bien, on veut qu'elles marchent tout le temps. Si la moitié du temps, le ciel est couvert, comme je peux le voir aujourd'hui là à travers la fenêtre, on perd beaucoup de temps et d'argent. Donc, on veut à la fois un ciel pur et un ciel qui soit pur quasiment constamment. Donc, on va observer dans des endroits qui sont très secs, des déserts. Pas des déserts de sable, parce que le sable est en suspension dans l'atmosphère, des déserts plutôt rocailleux et le plus souvent en altitude, parce qu'en altitude, c'est là où on trouve le ciel le plus pur. Donc, cette partie correspond, c'est le désert d'Atacama, qui est le désert le plus sec du monde. Donc, j'y vais régulièrement. Quand j'y vais, je prends extrêmement rarement mon parapluie. Oui, c'est sûr. Il pleut en moyenne un jour par an. Donc, c'est pas de chance, hein, si vous avez dit qu'il pleut. Alors maintenant, j'ai une question un peu plus complexe, du coup, après la question plus simple. C'est Lionel qui te demande, alors je vais faire un petit topo avant de poser la question. On a effectivement l'atmosphère qui nous pose problème, il faut l'optique adaptative pour la corriger, etc. Mais même sans ça, dans un détecteur, ça fait des erreurs, ça fait du bruit en fait. Il y a des temps en temps des trucs qui n'existent pas, qui apparaissent, c'est aléatoire, on sait plus ou moins gérer ça avec des techniques d'observation, on prend différentes pauses pour les enlever, etc. En tout cas, les réduire. Et on a Lionel qui te demande si, avec tout ce qu'on sait maintenant de l'intrication quantique, est-ce qu'il y a moyen avec ces connaissances-là, de réduire le bruit d'observation? Est-ce qu'on sait faire ce genre de choses ou est-ce que pas encore? Alors, c'est une question intéressante, mais dans la réponse est non dans ces domaines de longueur d'onde où on observe. La technologie des détecteurs qu'on a aujourd'hui, en fait, ils sont capables juste de détecter la lumière qui arrive sur le pixel, la quantité d'énergie, pas la longueur d'onde, c'est pour ça qu'on fait ces spectrographes compliqués devant. Et ça reste à ce niveau-là un phénomène aléatoire, c'est-à-dire l'énergie du photon, enfin du paquet de photons, oscille autour d'une valeur moyenne. On n'est pas capable de s'en débarrasser. Pour les phénomènes qui peuvent être des phénomènes aléatoires, etc., ce qu'on fait, c'est qu'on fait un ensemble de pauses et on va moyenner ces pauses pour détecter des événements qu'il faudrait enlever. Donc, ça reste des techniques assez simples. Il y a des technologies qui ont été développées, genre diode, superconducting, qui permettraient de mesurer l'énergie de la lumière à ces longueurs d'onde-là. Mais c'est très compliqué à mettre en place. Il faut refroidir le détecteur à très 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 basse température, à quelques degrés Kelvin. Et on ne peut pas en mettre beaucoup, etc. Donc ça reste
les moyens classiques, disons, de disperser la lumière avec des réseaux, vont rester encore longtemps en astronomie. C'est-à-dire que ça existe, c'est efficace en laboratoire et des détecteurs extrêmement puissants, mais c'est pas quelque chose qu'on peut monter par millions sur un instrument Non, comme Muse pour l'instant. souvent, et non, puis c'est encore largement de la R&D, hein. Moi, j'ai vu Oui, quelques tests qui étaient faits lorsque j'étais des observations sur les îles Canaries. Ils avaient ils avaient 16 pixels, hein. mais Donc, qui marchait très bien. il marchait très bien. Il marchait très bien. La deuxième limitation, c'est que leur résolution en longueur d'onde, c'est la capacité à déterminer l'énergie du photon, n'est pas très bonne. Ok, Donc, c'est encore loin de concurrencer la spectroclassique. d'accord. J'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Vas-y, Camille. Je note juste une question dans le chat. Voilà. Hop, hop. Alors, j'ai une question à propos des domaines d'application de Muse. Tu nous as parlé des galaxies. Est-ce qu'il y a d'autres domaines d'application possibles? Alors peut-être qui n'ont pas été prévus lors de la conception, mais parfois il y a des astronomes qui se rendent compte que tel instrument peut être intéressant, et s'il y a du temps disponible pour la communauté, ils s'en servent en général. Donc on a Gifereux qui te demande est-ce qu'on s'en servira est-ce qu'on s'en sert pour les exoplanètes, par exemple? On a Anna qui te demande, est-ce qu'on s'en sert pour observer l'environnement des trous noirs au cœur des galaxies? Est-ce que, moi je te pose en plus la question, est-ce qu'on peut s'en servir pour observer des étoiles? Est-ce qu'il y a d'autres, Des comme ça, astéroïdes. d'autres domaines La, que les galaxies? la réponse est oui à toutes les questions. Donc, euh, effectivement, nous, on l'a développé avec un certain objectif, mais il a un champ beaucoup plus large, un domaine d'application beaucoup plus large. Donc, en particulier, Muse a fait des choses dans le domaine des galaxies individuelles, dans le domaine de la cosmologie, donc des galaxies très lointaines, donc ça j'en ai parlé. Mais il a aussi fait beaucoup de choses sur les étoiles, notamment les amas d'étoiles, genre les amas globulaires, où il y a tout eu un programme qui a été conduit avec beaucoup de résultats assez spectaculaires. Et puis, sur les nébuleuses planétaires, la façon dont le gaz chaud autour d'étoiles jeunes se structure. On a observé par exemple la nébuleuse d'Orion, le centre de la nébuleuse d'Orion avec les fameuses pouponnières d'étoiles. Donc là, la physique du gaz, avec beaucoup de détails, nous renseigne sur le milieu dans lequel se formaient ces étoiles jeunes. Et puis sur les exoplanètes, Muse a un deuxième mode en fait, qu'on avait prévu, qui est un mode où on n'essaie pas d'avoir un champ très grand, on va plutôt se restreindre, mais sur ce petit champ, on va faire de la haute résolution, ce qu'on appelle, ça a beaucoup de détails, et on va faire fonctionner l'optique adaptative de façon beaucoup plus rapide, mais sur un champ donc plus petit. Et là, Muse a pu faire quelque chose pour ces exoplanètes, même si ce n'est pas son domaine de prédilection. On a découvert, par exemple, euh, des planètes. On a imagé une planète en formation. Donc ça avait été imagé. Il y a très peu de planètes qui ont été vues directement. Il y en a beaucoup qui sont vues indirectement par des mesures soit d'occultation, soit de vitesse radiale. Mais vision directe, il y en a, je crois, 3-4. Hein. Moi, je ne suis pas un spécialiste de domaine, mais il y en a très très peu qu'on peut voir directement. Et donc, il y en avait une qui avait été observée autour d'une galaxie jeune, et c'était une planète qui était en train de se former. Et comme elle est en train de se former, dans la spirale de gaz, le gaz est accrété, tombe sur la planète. En tombant, il chauffe et il réémet de la lumière intense dans le domaine essentiellement l'hydrogène ou d'autres raies. Et donc, on a pu observer grâce à Muse cet objet qui avait été détecté. Et en l'observant, on a vu qu'il y avait une deuxième planète qui se formait. Donc voilà, mais ça reste, je pense, assez marginal. L'instrument n'a pas été construit pour ça. D'accord, donc c'est quelque chose qui est quand même extrêmement versatile. C'est pas un instrument pour un type d'objet. On peut quand même l'utiliser sur des domaines qui sont relativement variés. D'ailleurs, bon,
Il n'y a pas de secret, MUSE est l'instrument le plus demandé du VLH télescope. Qu'on appelle le coefficient de pression, c'est le rapport entre le nombre de gens qui voudraient observer et ceux qui finalement peuvent observer, et je crois entre 6 et 7. Donc c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a 6 fois plus de personnes qui demandent des observations sur Voilà. MUSE que de personnes qui en ont réellement. Donc il y en a, voilà, pour un heureux, il y a 6 malheureux. Alors après, ils peuvent redemander, mais c'est très compliqué. Donc la pression est très très grande, et puis c'est aussi l'instrument qui a produit le plus de science de tous les instruments du VLT par rapport à sa date de mise en opération. Parce que justement, il permet de faire beaucoup de sciences différentes. J'ai encore quelques questions. J'en ai deux très rapides, une un peu plus longue, et puis après une question de conclusion. Donc j'ai 4 questions à te poser, mais après ce sera la fin. Penelope Six qui se demande si, c'est plus une exclamation qu'une question, que tu pourras peut-être confirmer. Le traitement des images doit être très compliqué à ces échelles. Est-ce que ça fait beaucoup de données, un cube de données? Oui, ça fait beaucoup de données et c'est compliqué. En fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est lié au volume des données. Ce sont des volumes importants. Mais il y a d'autres domaines qui produisent encore plus de données. Et il y a la complexité des données. C'est-à-dire que ces données qui sont complexes, elles sont en longueur d'onde, spatiale. Enfin, c'est pas donc c'est l'ensemble du volume et de la complexité qui fait que. Donc ça a été une grande partie du projet, en dehors du projet de fabrication d'instruments, ça a été de développer des logiciels d'analyse performants pour pouvoir traiter ces données et en extraire de la science. On a beaucoup travaillé, y compris avec des gens spécialisés en mathématiques appliquées, pour trouver des algorithmes qui permettent de faire ça. On a Émile, 13 ans, qui te demande si la spectro-imagerie permettrait d'aider à la découverte de la fameuse planète X qu'on voit faire des trucs dans le système solaire mais qu'on ne voit pas. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'avec cet instrument, on arrive à voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Est-ce que ce serait le cas pour un problème comme ça? Probablement pas, parce que ces petits corps, MUSE est extrêmement sensible quand il y a une émission lumineuse, hein, même très ténue. Mais ces petits corps, en fait, ne font que réfléchir le spectre du Soleil, qui est un spectre continu, donc assez peu probable. Et ensuite, j'ai 2 questions de Elswooner, qui a attendu vaillamment jusqu'à la fin du live pour avoir sa question, puisque c'était une question qui me semblait plus intéressante juste avant la conclusion. Il te demande comment on fait pour assurer la pérennité de la qualité de télescope, alors au sol et dans l'espace, puisqu'effectivement, il précise que XMM Newton a été lancé il y a 20 ans et puis n'est plus utilisé, je crois. On a Spitzer qui a pu être utilisé parce qu'il n'y avait plus de refroidissement. On a Hubble qui était flou au début, il a fait envoyer des gens pour le réparer, tout ça. Est-ce que sur MUSE, c'est pareil? Est-ce qu'il y a des entretiens à faire, des améliorations? Absolument. Donc, alors dans l'espace, on ne peut pas intervenir avec Hubble sur lequel on pouvait intervenir. Le successeur James Webb, il sera tellement loin qu'on ne pourra jamais intervenir. Donc, ce sont des missions qui ont un début et qui ont un temps de mission et qui, en général, on peut les étendre, mais au bout d'un moment, il y a une fin parce que les instruments vieillissent, les rayonnements, etc. C'est particulier l'espace. Dans le sol, qu'est-ce qui fait que un instrument ou un télescope vieillisse? C'est qu'au bout d'un moment, on a beau le maintenir, il devient complètement dépassé. Donc, c'est plus intelligent de le remplacer. Mais sinon, il y a un plan de maintenance. Donc, quand nous avons livré en quelque sorte l'instrument à l'ESO, il y a des ingénieurs à l'ESO, ils sont très nombreux sur le site, sur lequel on les a entraînés pour à la fois faire tourner l'instrument, mais aussi le maintenir, qu'il y a des choses à surveiller. Et donc, il y a une espèce de chose continue. C'est ça aussi le coût des télescopes, c'est que quand vous allez observer la nuit, donc la nuit, le télescope est à vous, vous observez. Dès que vous avez fini, vous allez vous coucher au petit matin, il y a une armée d'ingénieurs qui arrive, qui débarque et qui prend en charge le télescope, et ils ont toujours des choses à faire. Tous les jours de l'année, 365 jours sur 365, il y a des choses à changer, des choses à nettoyer, le miroir qui est nettoyé de temps en temps,
etc., etc. Donc, il y a un plan de maintenance, effectivement, très important. Et enfin, comme il est 15 heures tout pile, j'ai une petite flopée de questions en guise d'ouverture sur l'avenir un petit peu de l'instrumentation en astronomie. Donc, j'ai 3 questions cette fois-ci et je trouve toujours au bout de quelque temps la personne qui aura l'honneur d'avoir la question de conclusion. Là, ils sont 3. C'est une question en 3 petites parties. Déjà, Elshunner te demande, est-ce qu'un jour on aura notre petit mini-muse sur notre smartphone pour faire de la spectro-imagerie chez soi? Là, je ne sais pas, pourquoi pas. Vous savez, parfois les inventions que vous pouvez faire dépassent ce que vous avez imaginé. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que le développement de la spectro-imagerie, que j'ai eu l'honneur de pouvoir inventer en quelque sorte, après ma thèse, a eu des implications en imagerie médicale, mais pas encore sur le smartphone. On a Gif Heureux qui te demande quels vont être les prochains prix Nobel potentiels grâce à de tels instruments. Et, et surtout, une question qui est pas mal revenue, c'est est-ce qu'un instrumentaliste peut avoir un prix Nobel ou est-ce que c'est forcément un théoricien ou un observateur? Est-ce qu'on peut avoir un Nobel dans l'instrumentation? Ben, bien sûr, on peut avoir un Ah, prix Nobel. Assez souvent, il y a un couplage, par exemple, des découvertes majeures qui ont été obtenues ont été faites grâce à de nouveaux instruments, plus grâce aux gens en théorie. Souvent, on donne le prix Nobel aux deux. Je vous rassure, je ne me place pas du tout dans cette catégorie. Hein. Voilà. Mais c'est pour répondre pratiquement à la question. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Quels seront les prochains? Mais j'en sais rien, mon cher. J'ai quelques idées dans mes collègues que je pense qu'ils seront susceptibles d'obtenir un prix Nobel. Et je ne m'étais pas trompé parce que l'année dernière, oui, c'est l'année dernière, j'avais rencontré Michel Mayor, qui a été donc le découvreur de la première exoplanète. Et je lui ai dit, mais Michel, moi je trouve que ta découverte, elle est fondamentale parce qu'elle a aussi un impact sociétal, un impact philosophique sur le fait de la vie dans l'univers. Et à ce titre-là, j'aurais trouvé bien que tu aies le prix Nobel. Je ne comprends pas pourquoi tu l'as pas eu. Et puis, 6 mois plus tard, il l'a eu. Il n'y a pas de relation de cause à effet. merci Roland Mais, d'avoir décerné le prix Nobel à Michel Mayer. mais je l'ai revu par la suite et voilà, on a célébré ça ensemble. D'accord. Mais donc voilà. Mais j'en sais rien. Donc, si vous voulez le prix Nobel, demandez une prédiction à Roland. Voilà. Et enfin, dernière exclamation de nouveau de Pelenopsix qui te dit c'est vraiment une très grande chance d'avoir Monsieur Bacon en direct. Ah, merci. Bah, écoutez, c'est une chance partagée. J'aime beaucoup interagir avec tous ces gens, et les jeunes, les moins jeunes, etc. Et j'ai plaisir à le faire. D'ailleurs, lorsque je peux, j'essaie de donner des conférences, etc. Je trouve que c'est bien parce que c'est une façon. D'abord, j'ai la chance de faire un métier extraordinaire et ça serait criminel de ne pas le partager. Et je considère que c'est effectivement une grande chance. Et en fait, ça ouvre des questions, des perspectives. Et en ce moment où le monde, effectivement, subit un certain nombre de choses, où nous nous posons tous des questions sur notre avenir, sur notre fragilité, sur ce qu'on est, avoir cette réflexion un peu décalée sur notre place dans l'univers, ce qu'est l'univers, je crois que c'est important et c'est notre modeste contribution à cette réflexion. Eh bien, je crois que c'est sur cette merveilleuse phrase que l'on va clore ce rendez-vous. Effectivement, merci beaucoup Roland, c'était vraiment très agréable de t'avoir avec nous, de pouvoir discuter avec toi. C'est vrai que c'est toujours très intéressant de pouvoir parler à des corps de métiers différents, des instrumentalistes, des théoriciens, des observateurs, pouvoir montrer aussi que finalement tout le monde peut, enfin qu'il y a énormément de place dans la science, que c'est pas une seule chose, que tout le monde fait pareil.
Donc merci beaucoup à toi d'avoir été notre invité aujourd'hui. Camille, est-ce que tu veux dire quelques mots avant que Ouais, bien je sûr, tire la merci. conclusion définitive? Merci beaucoup aux quelques 70-75 personnes qui ont écouté Roland aujourd'hui. Roland, tout le monde te remercie chaleureusement dans le chat. Je vois que ça défile, ça n'arrête pas de défiler, donc tu as effectivement eu de très grands fans aujourd'hui, de tous les âges. Pour ma part, j'ai aussi beaucoup apprécié cette session. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je crois que je n'en ai pas raté du tout aujourd'hui. J'ai réussi à tout caser. Mais si jamais il en reste, gardez-les pour la prochaine fois, comme d'habitude. Et puis, on aura encore des intervenants au cours des semaines qui arrivent. Et puis, j'ai vu aussi que le CNES nous avait hébergé. Ça, c'est très chouette à eux. CNES, qui est un de nos partenaires. Regardez en bas de la vidéo, vous avez les différents partenaires. Et puis, merci à tous ceux qui se sont abonnés. J'ai vu passer des abonnements également. Tout à fait. Donc pour conclure, on parle toujours aussi de ce qui va venir. Alors sachez-le, là on va faire une petite pause dans ces différents lives. Ce vendredi, donc c'est le 1er mai, donc il n'y aura pas de live. Et la semaine prochaine, il n'y en aura pas aussi. Cette fois-ci, c'est nous, Camille et moi, qui allons prendre une petite pause dans ce programme depuis le début du confinement. On a beaucoup travaillé pour pouvoir vous apporter tout ceci avec l'équipe du planétarium, évidemment. On n'est pas tout seul. Simon Meyer, le directeur du planétarium, Adrien qui était là aussi, donc toute cette équipe de la ville de Vaux-en-Velin. Donc la semaine prochaine, on va faire une petite pause et donc je vous propose que l'on se retrouve le lundi 11 mai. Le lundi 11 mai, et cette fois-ci, nous serons avec Isabelle Vauglin, que tu connais très bien, je crois, C'est euh, ça. qui travaille aussi à l'Observatoire de Lyon. Et Isabelle, elle, eh bien, elle viendra nous parler de l'astronomie dans les endroits les plus froids sur Terre, c'est-à-dire la station Concordia, l'Antarctique, puisqu'on fait de l'astronomie aussi au pôle Sud. Et donc, elle viendra nous parler de tout ça lundi 11 mai. Merci encore à tous d'être aussi fidèles à ce rendez-vous et à très bientôt. Merci Pierre et Camille pour l'organisation impeccable. À une prochaine, continue. Merci. Merci, au revoir.